C'est fatigant de penser, il faut faire un effort, alors que l'arrêt de la pensée est gratifiant. Il suffit de réciter les mêmes mots, les slogans. On a un sentiment d'appartenance euphorisant, très agréable, qui est un piège parce que ça arrête la pensée en donnant l'illusion de la pensée. Et on voit que cette pensée paresseuse a une fonction d'unir les clans. Dans les clans, on n'a que des amis. Mais celui qui ne pense pas comme nous est donc un ennemi. Le clan qui fabrique des amis fabrique en même temps la haine de celui qui ne pense pas comme nous. Donc c'est préparateur à la guerre. La belle culture germanique a été capable de ce crime stupéfiant, incroyable, de tuer en Europe 6 millions de personnes sans aucune culpabilité. Je n'ai fait qu'obéir, ce qui est vrai. J'ai éprouvé le bonheur de me soumettre à un régime à langage totalitaire. Qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux, mais un bonheur sain, un bonheur durable, un bonheur qui nous construit? Nous vivons aujourd'hui une époque où, pris par des faux bonheurs, des manières de nous sentir confortables, nous aveuglent et participent de la barbarie. Essayez de comprendre cette articulation. Quels sont les bonheurs qui rendent la vie vivante, heureuse, qui créent des liens, et comment il y a une séduction de l'absence de pensée, d'aveuglement. Voilà ce que je crois Boris Cyrulnik nous permet de penser avec une profondeur extraordinaire. Je suis Fabrice Midal, philosophe, auteur de nombreux livres, dont le dernier, au cœur de ce que nous allons explorer aujourd'hui, Empêcher que le monde ne se défasse, 19 leçons de résistance. Je vous laisse tout de suite avec votre épisode, mais juste avant, juste une dernière chose, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très précieux. Bonjour Boris. Bonjour Fabrice. La lecture de votre livre, c'est vraiment très impressionnant. Je viens juste de sortir moi aussi un livre, Empêcher que le monde ne se défasse. Donc essayer de travailler, comme vous le faites, sur ce qui menace notre civilisation. Je crois que la question peut-être, est-ce qu'une des questions du livre, c'est comment on se civilise et comment on se décivilise? Tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, êtres vivants, plantes, animaux, humains, on ne peut pas vivre sans autres. Mais comment fait-on pour vivre avec les autres? Vivre sans autres, c'est la non-vie, c'est la non-vie avant la mort. Et vivre avec les autres, c'est pas toujours facile. Chez les animaux, il faut des rituels d'interaction. Ils organisent ce qu'on appelle en anthropomorphisant un peu les parades sexuelles. C'est poétique, c'est joli, mais les animaux n'appellent pas ça comme ça. Mais on voit quand même, c'est pas du hasard, c'est organisé. Les interactions chez les animaux sont déjà organisées. Un poisson, un mâle qui convoite, qui est attiré par une femelle, lui offre un poisson. Si la femelle avale le poisson, c'est un aliment. Si la femelle tient le poisson en travers du bec, c'est un poisson signifiant. C'est le poisson en travers du bec signifie pour le mâle, tu peux continuer la parade sexuelle. Si ces rituels d'interaction ne sont pas effectués, les deux animaux ne s'harmonisent pas, ils se battent et il n'y a pas de relation sexuelle. Alors là, c'est l'interaction. Chez nous, êtres humains, c'est le rite de civilisation, comme un langage. On se met d'accord par l'arbitraire du signe. Arbitrairement, on convient de dire que si je vous invite au restaurant, c'est pas pour vous nourrir, c'est pour partager des mots et voir si on peut se côtoyer et vivre ensemble. Donc c'est une interaction civilisée, historisée, signifiée. On signifie que j'ai envie d'être ami avec vous. Donc c'est un rite de civilisation. Ça n'exclut pas les rituels d'interaction. Quand on se rencontre, on ne peut pas se rencontrer n'importe comment. Quand on a un désir sexuel, on ne peut pas l'exprimer n'importe comment. Mais donc on fait comme les animaux, comme tous les êtres vivants, on fait un comportement qui veut dire, et ensuite on parle, et là on entre dans le monde humain, le monde de l'artifice et le monde des mots. Donc merci pour votre question, c'est exactement l'entrée. J'ai pensé organiser notre dialogue en 10 chemins que vous proposez pour retrouver le chemin d'un bonheur vrai et authentique par rapport à celui
qui nous égare, on va creuser. Le premier point, alors ils ne sont pas par ordre d'importance, mais quand même un des premiers, c'est sortir du récit unique. Il y a une manière, vous le montrez, dont on perd son humanité, dont on tombe dans la décivilisation en répétant un récit non questionnable. Alors voilà, c'est le premier point de notre rencontre, mais c'est le dernier point de mes livres. Mais c'est un point fondamental, on aboutit à Ésope, c'est-à-dire le double mystère de la langue. La langue est source de merveille, elle peut être source d'horreur. Et s'il n'y a qu'un seul récit, c'est dangereux parce que c'est un piège délicieux, l'arrêt de la pensée. C'est fatigant de penser, il faut faire un effort, alors que l'arrêt de la pensée est gratifiant. On n'a que des amis, il suffit de réciter les mêmes mots, les slogans, on a un sentiment d'appartenance euphorisant, très agréable, qui est un piège parce que ça arrête la pensée en donnant l'illusion de la pensée. Et là, on se réfère à celui qui sait tout. Ça peut être Dieu, ça peut être le chef, ça peut être le chef idéologique, ça peut être le chef philosophique, ça peut être le chef financier, le chef économique. C'est le chef, il sait tout. Et nous, sans faire d'effort, il suffit de réciter ce que le chef nous ordonne de réciter et on n'a que du bonheur. C'est le confort dans la servitude. On est réduit en esclave et on est heureux. Parce que on a des certitudes et on n'a pas de pensée. Et la pensée, vous serez sûrement d'accord avec moi, c'est une élaboration ex labeur. Alors moi j'appelle ça les laboureurs, parce que ce sont des gens de terrain, ce sont des praticiens. Et la pensée des praticiens est très différente de la pensée des gens de laboratoire. C'est pas exclusif. Il faut garder la méthode expérimentale de Descartes, qui nous permet de ne pas dire n'importe quoi parce qu'il y a une méthode, mais cette méthode pour un objet est pertinente pour un objet de laboratoire, merci les scientifiques, merci Descartes, mais n'est pas pertinente pour un praticien. Quand quelqu'un s'asseyait près de moi, c'était pas un objet de science, c'était un objet totalement hétérogène, composé d'un corps, d'un cerveau, d'un passé, d'une histoire, d'une religion et de 1000 autres choses. Et moi, praticien, il fallait que je mette mon nez dans toutes ces disciplines que je ne pouvais pas apprendre. Donc j'étais contraint de travailler en équipe. Je comprends que c'est un problème historique, mais je ne suis pas historien, donc je vais fouiller ou demander à un historien. Je comprends que c'est un problème économique, mais je ne suis pas économiste. Et c'est la même différence qu'il y a entre un médecin hyperspécialiste et un médecin généraliste. L'hyperspécialiste est très performant souvent parce qu'il connaît tout sur rien. Alors que le généraliste est autrement performant, mais parce qu'il connaît un peu de tout. Donc on est contraint dans un raisonnement écosystémique, la niche, systémique, c'est pas du tout une cause qui provoque un effet, c'est un ensemble de causes qui entourent, qui provoquent un effet bénéfique ou maléfique. Et alors là, pas merci Descartes, parce que l'objet qui s'assoit près de nous, qui nous demande l'aide ou la compréhension, ne peut pas être un objet réduit à une seule hypothèse. Et là, il faut travailler en équipe. Et quand j'ai organisé mes premiers groupes, on me disait ça ne marchera pas. Ça a très bien marché. Parce que les gens acceptaient de raisonner, de donner la parole à d'autres spécialités que la leur. Ce qu'on me reproche de temps en temps, et c'est vrai, ça donne une illusion un peu de mettre son nez un peu partout, ce qui est vrai, mais ce qui est très amusant. Donc le récit unique, c'est comme ça qu'on entre dans la décivilisation, que le totalitarisme se met en place, et vous êtes, on pourrait dire, votre livre vient quand même d'une sorte de vigilance quant à la situation générale de l'humanité aujourd'hui. Mais alors, ce qui est toujours fascinant chez vous, c'est que vous montrez que le même problème se pose pour chacun d'entre nous et pour l'enfant. C'est-à-dire que vous montrez que si l'enfant est enfermé dans un récit unique, il ne peut pas se développer. Donc, la nécessité de la complexité, la nécessité d'entrer dans une pensée complexe, à la fois vous l'avez fait dans votre travail, mais les sociétés ont besoin de le faire, l'enfant a besoin de le faire. On voit que c'est une nécessité dans tous les ordres
de l'existence humaine. Voilà. C'est ce que en biologie on appelle l'ontogenèse, le développement de soi, la genèse de l'ontogenèse. Alors, un enfant, au début de la vie, il est sous emprise. C'est l'emprise maternelle. D'abord, il est dans le corps de la mère, ensuite il est contre le corps de la mère, et ensuite il est dans la parole de la mère, c'est ce qu'on appelle la langue maternelle. Or, les premiers mots d'une langue désignent des objets. Et l'enfant apprend en même temps les mots de sa mère et les croyances de sa mère. Donc il habite en même temps le monde mental des représentations mentales de sa mère. Et il est sous emprise. Mais au cours de l'ontogenèse, du développement de soi dans un milieu, j'aurais dû dire dans des milieux qui ne cessent de changer, mon corps, quand je me développe, je ne suis pas le même que quand je suis arrivé au monde. Je ne suis pas le même que quand j'étais adolescent, adulte. Et aujourd'hui, je suis encore différent, dans des milieux qui sont étonnamment différents. Le monde, ma civilisation d'enfant, la guerre, c'était un produit de la civilisation. La technologie, les armes, les croyances, l'organisation administrative, la mort, donnée par ceux qui étaient convaincus d'avoir la seule vérité, là je réponds à votre question, la seule vérité, et ces gens-là pouvaient tuer en riant, ce qu'ont fait les nazis, ce qui se reproduit encore aujourd'hui sur la planète dans beaucoup de pays. Actuellement, on parle des deux crimes de guerre qui nous fascinent, le Proche-Orient et l'Ukraine, mais il y en a bien d'autres. L'indignation est sélective. On ne s'indigne que de désastres, et on ne s'indigne pas d'autres désastres parce que les autres désastres ne parlent pas de nous. Et donc il y a une indignation sélective. Mais au cours de l'ontogenèse, il y a quand même deux moments sensibles où l'enfant acquiert un peu un degré de liberté intérieure. Là, je cite Hannah Arendt ou Bachelard, il faut apprendre à penser contre soi-même pour devenir soi-même. Alors là, il y a un cheminement pour nous, psychologues, en deux temps. L'âge du non et l'adolescence. À l'âge du non, 3-4 ans, l'enfant, pour la première fois de sa vie, est fier de s'opposer à sa mère. Alors ça, tous les parents l'ont vécu. Viens mon chéri, grand-mère nous attend, et le chéri il file se cacher dans un placard ou sous la table, et la mère dit mais tu vas nous faire rater. Alors premier conflit entre les générations, lui, le chéri, il est fier de devenir autonome, et la mère, elle est furieuse parce qu'on va rater le train, ou on va arriver en retard. Premier conflit, mais début d'autonomie, pas d'indépendance. Autonomie. Je me nomme, je peux dire, je commence à dire je veux, je pense. Donc premier conflit. Et ensuite à l'adolescence, alors là, il y a l'apparition de la sexualité, du désir sexuel, je ne peux pas rester dans ma famille, il faut que je parte. Il y a l'apparition de la fierté de devenir indépendant, c'est pas autonome. Là, je suis fier de mener ma vie, qui sera issue de mes parents et pourtant différente de celle de mes parents. Je suis fier de mener ma vie, il faut que j'apprenne un métier, il faut que je quitte ma famille, que je continue à aimer. Et là, on rejoint le problème de la civilisation, c'est-à-dire que je remanie le mot important, je me coupe pas toujours, parfois il y a des coupures avec les parents qui sont toujours très douloureuses, mais la plupart nécessairement, il y a un remaniement de la manière d'aimer. Je veux me civiliser, c'est-à-dire apprendre à vivre avec les autres, le plaisir d'être avec les autres, qui sera différent du plaisir d'être avec ma mère ou avec mes parents quand il y en a. Et ces deux plaisirs différents qui se mettent en place au cours de l'ontogenèse. Et si on rate ces deux périodes sensibles, ou bien il n'y a personne autour de soi, et dans ce cas-là c'est la catastrophe neurologique, et si je dis ça, c'est parce qu'il y a la neuroimagerie moderne montre sans aucune difficulté qu'un cerveau isolé, sain, ne fonctionne pas du tout. Un cerveau a besoin d'une altérité pour fonctionner, pour être stimulé. Alors ça, c'est photographié, c'est mesuré, c'est dosé. Les techniques modernes permettent de voir les altérations, les dysfonctions cérébrales. On les voit, l'ordinateur les mesure. Même j'ai appris, quand j'étais en neurochirurgie à Paris, c'était en 65, j'ai appris à voir ce qu'on appelait les trous dans le cerveau. Mais on le voyait.
On nous apprenait à décrire à la radio de ville, mais on ne savait pas à quoi c'était dû. En 1982, il y a eu un prix Nobel de Hubel et Wiesel qui montrait comment un cache mis sur l'œil gauche de chaton provoquait une atrophie occipitale droite quand les chatons étaient sacrifiés. Une autre population avait un cache sur l'œil droit, et cette privation sensorielle d'une altération du milieu provoquait une atrophie du lobe occipital gauche. Le cerveau de ces chatons était sain. C'est le milieu qui était expérimentalement malsain. Ça provoquait une dysfonction cérébrale. Et ça, c'est un raisonnement qui entre difficilement dans la culture, où, à cause de Descartes et surtout à cause du dualisme chrétien, on sépare le corps et l'âme. Alors là, pas merci Descartes. Merci Descartes pour la méthode expérimentale, mais pas merci Descartes pour le raisonnement que je viens de proposer. Le corps et l'environnement, c'est la même chose. Même si chez Descartes, c'est quand même plus subtil que ça. Parce qu'il parle sans arrêt du mystère de l'union de l'âme et du corps. Voilà. Et que lui, il est quand même... Il les sépare, mais il sait qu'il y a une union... Et par l'épiphyse. Et donc, oui, mais quand même, quand la princesse Élisabeth est malade, il lui conseille de marcher, parce qu'il sait très bien qu'en marchant, il va changer son état d'esprit, parce qu'elle est un peu dépressive. Donc je dirais, on pourrait dire que connaissant très bien l'union de l'âme et du corps, il sait que l'un va permettre l'autre. On pourrait dire que c'est plutôt les cartésiens qui ici ont été un peu... l'ont mal lu et réduit à quelque chose d'un peu schématique, parce que c'est... Comme tout très grand penseur, c'est beaucoup plus génial. Mais donc là, on a vu le problème du récit unique qui nous enferme et qui nous donne une illusion d'un bonheur complètement qui, au fond, nous nécrose, alors que, au fond, le vrai bonheur, c'est entrer dans la pensée complexe, même si c'est un peu plus difficile. Le deuxième point que vous proposez, mais on l'a déjà vu, on l'a déjà entrevu, je dirais plutôt, c'est tisser des liens. C'est absolument, comme vous l'avez déjà un peu dit, tisser des liens n'est pas quelque chose d'accessoire, mais c'est absolument fondamental. Si on ne tisse pas des liens, on est dans la décivilisation. Mais aussi, c'est pareil, ça demande un mouvement, ça demande un effort. Ça demande une élaboration, ex-labeur, travailler, labourer. Et alors, au point de vue neurologique, c'est pas du tout les mêmes circuits qui sont mis en branle. Alors, merci pour Descartes, je savais pas qu'il avait... Alors, je savais qu'il avait parlé de l'épiphyse, ce qui ne m'avait pas convaincu, mais... Alors... lisez les lettres à la princesse Élisabeth, vous allez être stupéfait de comment l'union de l'âme et du corps, qui est pour lui une énigme, il les sépare dans la méthode scientifique, mais il sait très bien qu'il y a une union fondamentale. Eh ben, c'est ce que je voulais dire, il les sépare dans un domaine scientifique, et ça rentre dans la culture de manière schématique, de manière caricaturale, à cause du dualisme chrétien. Oui. Alors là, plus que Descartes, qui a quand même défendu le dualisme chrétien. Mais alors, je ne savais pas. Les lettres à Élisabeth, la princesse Élisabeth est un peu neurasthénique, un peu dépressive, et elle lui écrit justement sur l'union de l'âme et du corps, et elle lui donne plein de conseils, en lui disant, faites pas trop de philosophie, allez marcher, s'il fait mauvais, ça va jouer sur votre état d'esprit. Enfin, et c'est vraiment une correspondance en plus très plaisante à lire. Eh bien, ils viennent changer ma vie. Je lirai Descartes avec ce nouvel... Je suis ravi de toujours sortir du récit unique, un peu un récit unique sur le pauvre Descartes aujourd'hui. Alors, sur retisser les liens, là aussi, c'est la même chose. On voit que l'enfant, vous montrez très bien, l'enfant, s'il n'a pas de lien, ne peut pas vivre. Et c'est la même chose pour nous, adultes. Et c'est la même chose au niveau d'une société. Et la décivilisation vient de l'isolement affectif et de la dislocation des structures de liens. Voilà. Parce qu'on dirait aujourd'hui, bon d'accord, on est quand même tous en lien. Mais en fait, vous montrez, non, c'est plus des vrais liens quand il n'y a plus de structure et quand on est dans un isolement affectif. Voilà, parce que en séparant l'âme et le corps, on va dire ça, le dualisme, c'est même plus que le dualisme, c'est le clivage. Le corps d'un côté, l'âme de l'autre. L'âme, il dit quand même l'âme sans étendue et sans substance. Alors que dans ce que vous me proposez de traiter maintenant, c'est que le lien fait partie de notre biologie. Absolument. Donc c'est-à-dire que le lien, c'est la prolongation du cerveau
C'est la parole qui a une fonction bien plus affective qu'informative. Vous avez changé ma vie en me parlant des lettres. À la princesse Elisabeth. Il faudrait que je le note. Je vous le donnerai en partant. Ma vie est changée, voilà. Et à ce moment-là, en modifiant, c'est une stratégie d'existence totalement différente. On peut désormais modifier le milieu qui modifie notre cerveau, qui modifie notre manière de voir le monde. Là, je suis dans un raisonnement complexe. Je ne sépare pas les sous-systèmes. On peut agir, ayant compris ça, on peut agir sur le milieu qui agit sur nos cerveaux, qui nous fait voir des mondes étonnamment différents. Le monde mis en images et en mots par un récit unique, totalitaire, n'est pas le monde mis en images et en mots par quelqu'un qui est intéressé par l'altérité. Vous n'avez pas la même couleur de peau que moi, ça m'intéresse. Qu'est-ce que ça implique pour nous, vous avec la peau noire, moi avec la peau blanche, qu'est-ce que ça implique? Vous n'avez pas la même croyance en Dieu que moi, vous n'avez pas la même croyance en la science que moi, vous n'avez pas la même croyance en l'économie que moi, qu'est-ce que ça implique dans notre manière de vivre? Alors bien sûr, le piège de la pensée, c'est que l'arrêt de la pensée est délicieux. On n'a que des certitudes. Dès l'instant où on pense, on doute. Alors là, je rejoins votre ami Descartes, c'est-à-dire que dès l'instant où on doute, on travaille. Et travailler, c'est fatigant. Et c'est pour ça que la pensée totalitaire est un piège. Et ce qu'on voit en neuroimagerie, ça a été montré le premier par Itzhak Fried, Tel Aviv, Paris, et ça a été repris maintenant de manière très fréquente. On voit que le cerveau, ce qu'on appelle le cerveau de la récompense, le median forebrain bundle, la bandelette inférieure, qui se passe sur le noyau accumbens. Et les neuroscientifiques, les neurobiologistes avec qui on travaille, montrent que quand ces neurones sont stimulés, ils augmentent dans ce noyau-là la sécrétion de sérotonine, le plaisir d'être ensemble, la dopamine, le plaisir de marcher, comme votre princesse, le plaisir de marcher, les endorphines, c'est-à-dire le plaisir d'être au monde, sans raison. Je suis bien, je ne sais pas pourquoi je suis bien. Alors que l'élaboration, travailler, le trépalium, chez les latins, c'était un instrument de torture. Et quand j'étais médecin au chantier naval de la Seine, j'ai vu qu'il y avait des manières de travailler où les ouvriers étaient torturés tous les jours. Donc c'était bien, le mot désignait bien une manière d'être humain au monde. Or, maintenant, on a changé de civilisation. On ne travaille plus 15 heures par jour au fond des mines, sauf peut-être au Congo, je l'ai vu encore aujourd'hui, où on fait des boyaux. Plus les boyaux sont étroits, moins ils sont chers, mais de temps en temps, ils s'effondrent. Et aujourd'hui, c'est des petits garçons qu'il faut descendre pour récolter le coltan, cette colle végétale qui est dans les lunettes, dans les portables. Et les petits garçons sont sacrifiés comme les mineurs étaient sacrifiés. Donc ça veut dire que cette civilisation, cette manière de travailler a changé. Je ne vis plus aujourd'hui avec mes 89 ans, je ne vis plus dans la même civilisation que celle que j'ai connue avant la guerre, pendant la guerre, quand j'ai fait mes études. C'est plus la même manière de vivre ensemble. C'est plus les mêmes relations homme-femme, c'est plus les mêmes relations homme-homme, c'est plus les mêmes manières de penser. Mais la pensée totalitaire, la récitation unique, c'est comme dans les chorales. Là, dans les chorales, oui, le plaisir de la musique dans les chorales, c'est de chanter ensemble. Et c'est délicieux, c'est euphorisant. Et c'est un piège de la pensée parce que ça arrête la pensée. Si on veut bien chanter ensemble, il faut surtout ne pas être discordant. Et comme dit Hannah Arendt, je l'ai beaucoup fréquentée ces derniers temps, et elle dit très bien, et elle a payé pour savoir que penser par soi-même, c'est souvent très coûteux au point de vue appartenance. On risque de perdre ses amis si on pense par soi-même, alors que si on a tous le même récit, on n'aura que des amis. Comment on fait pour tisser des liens aujourd'hui? Et comment faire pour tisser des liens? Comment faire dans notre société aujourd'hui et que ces liens soient féconds? Alors, d'où l'importance des philosophes. C'est-à-dire que un bébé ne décide pas de tisser des liens,
ce sont les adultes, la mère, le foyer, la culture, qui organisent le milieu qui va permettre au bébé de tisser des liens. Et la mère, le foyer, la culture agissent biologiquement sur la structure et la fonction du cerveau. Et ce que je viens de dire, c'est pas des paroles verbales comme on disait quand j'étais enfant. On voit comment les circuits se tissent, se construisent. Alors Freud avait parlé de frayage, mais il n'avait pas la technologie d'aujourd'hui, et c'était pourtant une bonne idée. Et aujourd'hui, on voit dans les tractographies des machines qui rendent visible le fonctionnement d'un tout petit faisceau de neurones qui, en fonctionnant, dégradent du glucose pour fonctionner. Ils ont besoin d'énergie. Ils dégradent du glucose, cette énergie dégage de la chaleur que l'ordinateur capte et transforme en couleur. Et on voit quelques faisceaux, avec la neuroimagerie fonctionnelle, quelques faisceaux de neurones, si je vous parle actuellement, si vous m'écoutez, on verrait, si on vous mettait une casserole autour de la tête, qui capterait la chaleur dégagée par votre cerveau en travaillant, on verrait, à coup sûr, on verrait les neurones qui orientent la sonorité verbale vers le lobe temporal gauche. Donc on verrait comment le fait que je vous parle sculpte une partie de votre cerveau. Et quand vous me parlerez, vous allez interagir avec mon cerveau. C'est-à-dire être ensemble, le simple fait d'être ensemble, avec le plaisir de chercher à échanger des mots, sculpte une partie du cerveau. Si vous mettez des images autour de moi, ce que vous avez fait, ça va sculpter d'autres faisceaux du cerveau, plus centrés sur la zone des images, plus occipitale. S'il y a une altération cérébrale temporale, dans les aphasies par exemple, je ne vais plus comprendre vos mots, ou peut-être même je vais perdre l'usage de mes mots. Si j'ai une lésion occipitale, le monde ne va pas changer, mais ma manière de voir le monde va changer. Je ne verrai que le monde sélectionné par mes neurones. Le monde que je vois est déjà sculpté par mon cerveau auquel vous avez participé. Je comprends, mais comment faire? Je ne réponds pas tout à fait à ma question. Comment faire pour créer des liens? Comment faire pour que le rapport à l'autre, qui est des fois effrayant, conflictuel, vous en parlez beaucoup dans le livre, des fois les autres c'est un peu effrayant, comment faire pour qu'il y ait ce lien? On voit bien avec l'enfant, mais nous adultes, qu'est-ce que nous pouvons faire pour retrouver ce lien fécond? Alors, d'accord. Vous avez là, je comprends que le fait de se parler pour de bon, en ayant fait la première étape qu'on a dit, sortir du récit unique, mais oser parler en autonomie et indépendance, est une manière de faire. Mais est-ce que vous auriez quelque chose d'autre sur créer du lien? Alors, sans les autres, c'est la mort psychique d'un cerveau sain. Avec les autres, c'est pas facile, c'est le conflit, et c'est parfois la guerre. Comment faire? L'éducation, l'art. L'éducation ex ducere. Quand mon enfant, tu es dans mon ventre, ensuite tu es dans mes bras, tu es dans mes mots, dans ma culture, et petit à petit, tu m'échappes. Tu remanies le lien, tu ne le déchires pas. Alors que chez les adultes, on peut remanier le lien avec des récits de romans, de théâtre. C'était la fonction du théâtre chez les Grecs. Donc en fond, ce que vous dites, c'est que pour avoir un lien fécond, et donc entrer dans ce que j'appelle le vrai bonheur et pas le faux bonheur, il faut remanier le lien. Mais voilà. Et qu'au fond, le problème qu'on a, c'est qu'on s'enferme dans des liens figés. Voilà. Donc on a vu tout à l'heure, peut-être le premier point, c'était la pensée figée. Là, on pourrait dire le lien figé devient mortel. Et au fond, il faut que le lien évolue. C'est le mot que Darwin utilisait déjà au milieu du 19e siècle, qui a été très mal pris. Parce qu'au 19e siècle, il y avait des certitudes. C'était la pensée fixiste. Darwin a été agressé et ridiculisé pour avoir dit ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que, et aujourd'hui, il y a encore des gens qui disent, mais non, la vérité, ça nous est donné, la vérité nous est donnée par une instance supérieure, par un chef politique, économique. Ça reste encore un vrai défi, de réussir à penser que la vie est en mouvement et création constante de nouveautés, comme dirait Bergson,
reste quand même toujours un défi. On voudrait que tout soit fixé. Mon identité devrait être fixée, ma relation devrait être fixée. Et donc, C'est ça. on se trompe. La pensée paresseuse, c'est le fixisme. Il y a une vérité, une certitude définitive. C'est pas un remettre en cause, c'est un blasphème. Si on le remet en cause, vous méritez la mort. Si vous ne pensez pas comme mon chef nous a appris à penser. Et la preuve de ce que je viens de vous proposer, c'est que si vous pensez par vous-même dans un groupe, vous êtes un dissident. Et que les dissidents sont chassés, parfois de manière plus cruelle que les ennemis, parce que les dissidents sont traîtres, alors que les ennemis, on les repère. Et les ennemis peuvent être bénéfiques, ils participent à notre solidarité. Ce qu'on voit au Proche-Orient actuellement, où on voit les solidarités agréables, les solidarités se faire, mais grâce à la guerre que l'autre nous a infligée, quel que soit l'autre. Et à ce moment-là, on voit réapparaître, c'est pas la pensée de clan, mais c'est la récitation de clan qui est très fortifiante. On est convaincu, je n'ai que des amis si je récite la même chose dans un contexte en guerre. Si on fait la même chose dans un contexte en paix, on arrête la pensée. Et l'innovateur, le créateur, scientifique, poète, philosophe, romancier, artiste, un film, la pièce de théâtre chez les Grecs. La fonction du théâtre chez les Grecs, c'était de mettre sur la scène les problèmes de la cité. Qui est étranger ? Qu'est-ce que c'est que l'inceste ? C'était les thèmes principaux du théâtre grec. L'étranger, dès qu'un étranger parle grec, il est grec. On a la solution. Dès l'inceste, comment quelque chose de biologiquement possible est un crime contre l'humanité, alors que biologiquement c'est possible. Qu'est-ce qui se passe ? Alors ça, depuis les Grecs, depuis Chateaubriand, depuis Louis Malle, c'est un thème récurrent, et dans la psychanalyse bien sûr, mais même dans la vie. Qu'est-ce que c'est que ce mystère qui fait un crime majeur d'un acte biologiquement possible ? Et là, on est dans la dimension humaine, c'est-à-dire qu'un interdit préverbal, je suis père, c'est pas possible, et j'y pense même pas, je n'y pense même pas. Ça ne me vient même pas en conscience puisque je suis père. Qu'est-ce que c'est que ce mystère ? Et bien ensuite, un interdit énoncé par la culture, ceci est un crime, vous serez puni. Alors donc, là, on est dans la dimension humaine, là, on n'est plus dans la dimension animale. Et pourtant, chez les animaux, il y a une inhibition, c'est pas un interdit verbal, mais il y a une inhibition physiologique qui fait que les mères ne s'accouplent pas avec leurs fils. C'est déjà chez les animaux, c'est forcément préverbal. Chez les humains, ça existe. Quand un homme ne se sent pas père, l'inceste n'est pas pensé. Et on voit que quand il y a une désorganisation sociale, beaucoup d'hommes, parfois plus rarement quelques femmes, ne se sentent pas mères et ne voient pas où est le crime. Il n'y a pas de crime, puisqu'ils ne se sentent pas pères. Donc, et là, c'est ce qu'on voit dans le crime, dans la pensée totalitaire, dans la Shoah, où le peuple le plus cultivé d'Occident, l'Allemagne, a pu commettre un crime effroyable sans aucune culpabilité. Itzhak Fried montre que quand on est convaincu, sans avoir de débat intérieur, à penser contre soi-même, Bachelard, Hannah Arendt, quand on est convaincu d'avoir la certitude, on est euphorique. Il n'y a que le Median Forebrain Bundle qui fonctionne et qui éteint le faisceau latéral du thalamus, qui est le faisceau de la punition. Il faut que je fasse un effort de travailler pour douter et pour essayer de mettre en cause ce que je crois. C'est fatigant. Donc, cette liberté se paye. Hannah Arendt l'a payée très cher. Elle a perdu les gens qu'elle aimait, qui l'ont agressée, qui l'ont haï, pour avoir dit qu'il fallait penser par soi-même et ne pas se laisser piéger par les stéréotypes. Je viens de citer le procès Eichmann à Jérusalem. Où elle ose dire que le criminel n'est pas animé d'une profondeur du mal, voilà. Mais que le mal est une absence de profondeur, une absence de pensée. C'est très, très en congruence avec ce que vous essayez de penser. Le mal est sans profondeur, et c'est justement cette absence de pensée, cette absence
de ressenti, cette absence d'empathie qui fait le mal, et qu'au fond, Eichmann n'est pas avec des cornes horribles, monstrueux, une sorte de pervers, mais au fond, une sorte de fonctionnaire sans état d'âme. Et donc, d'avoir dit ça, beaucoup de ses plus proches amis vont la considérer comme une traître. C'est ça. Parce que c'est mieux, dans un certain discours qu'on aimait tenir à ce moment-là, que les nazis sont des monstres. Voilà. Et donc elle montre, non, c'est plus compliqué que ça. Voilà, la pensée paresseuse, c'est les nazis ayant commis un acte monstrueux, il n'y a pas d'autre mot, sont tous monstrueux. Sont des monstres. Et elle dit, ils ont commis un acte monstrueux. Et le problème, c'est que justement, ils ne sont pas des monstres. Et donc du coup, c'est très embêtant pour nous aussi, parce qu'on n'est pas à l'abri nous-mêmes de tomber dans ce travers, tandis que quand c'est le monstre, c'est toujours l'autre, et c'est jamais soi, et donc on reproduit le problème. Mais je voulais venir au troisième point, qui articule avec la question du lien. C'est réinventer des rituels. Et ça, donc, c'est vraiment l'éthologie qui vous permet de penser. Aujourd'hui, les mots, le rituel, on revient un tout petit peu, mais on a quand même tendance à penser que ça appartient aux religions et que ça appartient au passé et qu'il faudrait se débarrasser des rituels. Vous montrez avec beaucoup de finesse, à la fois par l'éthologie et par l'anthropologie, que les êtres humains ne peuvent pas vivre sans rituel et que le refus que nous avons des rituels participe d'une forme de décivilisation. Voilà. C'est-à-dire que chez les animaux ne s'accouplent pas par hasard. C'est déjà structuré par des interactions. C'est-à-dire que si l'interaction n'est pas ritualisée, je parle des animaux, par une offrande alimentaire, par un comportement qu'on anthropomorphise poétiquement, en appelant ça la parade nuptiale, c'est joli, mais la danse nuptiale, c'est joli, mais c'est une manière humaine de dire que les animaux doivent coordonner des comportements qui leur permettent d'arriver à aboutir à l'acte sexuel. Et si quelque chose dans le développement des deux partenaires s'est mal mis en place, l'harmonisation ne se fera pas et les deux animaux vont se séparer sans acte sexuel. Donc là, on est dans l'interaction qui déjà fait intervenir l'autre. Il faut se coordonner avec l'autre. Donc nous, êtres humains, on connaît ça. Je ne peux pas vous parler n'importe comment. Il a fallu qu'on mette les chaises à une distance convenable, il a fallu qu'on se regarde, qu'on respecte un tour de parole. Si on parle tous les deux en même temps, on ne pourra pas s'entendre. Ce qu'on voit à la télévision, qui est une preuve de dérituel, c'est-à-dire qu'on ne s'écoute plus. Donc il n'y a plus de tour de parole. Je veux vous imposer ce que je pense, et non pas élaborer. On n'élabore plus, on assène, on inflige. Alors, et nous, êtres humains, donc, on est constamment dans l'invention de rituels de civilisation qui s'effondrent et qui sont remplacés par d'autres rituels de civilisation. Alors, pour illustrer ça, je prends l'exemple de la viande. La viande est un aliment très fortement civilisé. Il veut dire que je suis puissant, puisque cette viande-là, moi, homme plus que femme, j'ai pu tuer un animal plus fort que moi, grâce à un silex taillé sur les deux faces, ou grâce à un fusil, une arme, où j'ai pu le tuer et je sais le cuisiner. C'est-à-dire que je vais en faire une broche, je vais mettre sur la table un animal entier, un cochon avec une pomme dans la bouche, un agneau que je vais tourner à la broche, et ainsi je montre ma puissance. Donc la viande devient une preuve de virilité et même de virilisme. C'est-à-dire que moi, homme, je suis capable de tuer pour faire de la société, pour faire de la civilisation. Ce qu'on a fait depuis que les êtres humains sont sur Terre, les guerres sont incessantes. C'est-à-dire parce que chacun veut imposer sa vision du monde à l'autre. Alors pour arrêter les guerres, il faut inventer de nouveaux rituels de civilisation. Il faut se rencontrer et surtout, comme on l'a dit tout à l'heure, en citant Hannah Arendt, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut s'intéresser au monde de l'autre. L'empathie. C'est-à-dire que... C'est bien, c'était le 4e point. Nous avons fait la transition tout seul.
réactiver l'empathie, c'est vraiment la possibilité de sortir de cette décivilisation. Voilà. On le voit actuellement dans les guerres. Si on veut gagner la guerre, il faut arrêter l'empathie. C'est-à-dire qu'il faut surtout ne pas se mettre à la place de l'autre. Si vous tuez pendant la guerre de 40, la Seconde Guerre mondiale, si vous tuez un Allemand, vous êtes décoré. Quelques années après, si vous tuez le même Allemand, vous êtes emprisonné. C'est-à-dire que c'est le contexte qui donne un changement de signification au même acte. L'acte en soi, tuer un Allemand, prend une signification totalement différente selon les récits culturels. C'est bien de tuer un Allemand en 1942 et puis 1943. C'est un crime de tuer le même Allemand en 1950 ou aujourd'hui. La signification vient du contexte. Et là, on peut agir. On peut dire, comme le dit Hannah Arendt, qu'est-ce que c'est que ce mystère qui fait que le peuple le plus civilisé d'Occident, l'Allemagne, la belle culture germanique, a été capable de ce crime stupéfiant, incroyable, de tuer en Europe 6 millions de personnes sans aucune culpabilité. Je n'ai fait qu'obéir, ce qui est vrai. J'ai éprouvé le bonheur de me soumettre à un régime à langage totalitaire. Il n'y a pas d'argument, il n'y a que de la rhétorique, il n'y a que de la mise en scène. C'est-à-dire que c'est le théâtre qui va provoquer le théâtre de la rhétorique. Hitler, si vous ne me croyez pas, regardez Charlie Chaplin, le dictateur. Et vous verrez, il n'y a que du théâtre. C'est à mourir de rire pour un phénomène incroyablement tragique qui est en train de se répéter. Mais là, on peut agir pour développer l'empathie. Et là, il faut s'intéresser, qu'est-ce que c'est que le monde de l'autre ? Le monde de l'autre, j'éprouve un plaisir à découvrir qu'il ne sent pas comme moi. Il ne pense pas comme moi, il ne s'est pas développé comme moi, il n'a donc pas la même vision du monde que moi. Donc c'est une sorte de... On peut enlever l'humanité de l'autre et on peut réhumaniser l'autre. Et l'empathie vient par tout ce que la culture fait. C'est ça que vous donnez l'exemple, pendant la guerre, on tue un Allemand, on est décoré après. Donc c'est le contexte qui va déshumaniser ou réhumaniser. Et qu'est-ce que notre société fait aujourd'hui ? Est-ce que notre société n'est pas en train de déshumaniser certains êtres ? Et c'est comme ça qu'on est dans la décivilisation. Voilà. Alors, donc c'est pas du tout sentimental, l'empathie. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont l'impression que l'empathie, c'est un truc un peu sentimental. C'est vraiment faire presque un effort en partie cognitif, en partie culturel, en partie de l'ordre de la pensée, pour préserver l'humanité de l'autre, s'ouvrir à elle. C'est ça l'empathie. Voilà, c'est exactement, je pense, avec les mêmes mots que ceux que vous venez de prononcer. Parce que j'ai essayé de vous lire, mais là c'est très radical, parce que dans le discours courant, l'empathie n'est pas entendue comme ça. Elle est entendue comme quelque chose d'un peu immédiat, un peu émotionnel. Et au fond, vous essayez de montrer que c'est beaucoup plus radical, profond. C'est une ontogenèse. C'est-à-dire que mon chien accède au premier stade de l'empathie. Il sait si je suis fatigué, ou si je veux jouer, ou si je veux le caresser, si je veux il le sait. Et il s'adapte tout de suite à mon comportement. Si je veux le caresser, il tend sa tête. Si je veux jouer, il comprend très bien. Si je veux le nourrir, alors là, il comprend très bien aussi. Il comprend très vite. Il a accès au monde de mes intentions. Si je me raidis, je le regarde dans les yeux, dans un monde de chiens, ça veut dire je me prépare à t'agresser. Hop, il se met. Qu'est-ce que je fais dans un monde de chiens ? Est-ce que je m'enfuis ? Est-ce que je montre mes crocs ? Ou est-ce que je m'isole, je m'immobilise ? Donc là, c'est une empathie d'intention. Mais il n'y a pas d'empathie de représentation. Mon chat noir, qui est très beau, ne peut pas comprendre que, au Moyen-Âge, on pensait que les chats avaient une fourrure noire parce qu'ils avaient la gueule brûlée au feu de l'enfer. C'était ce qu'on disait au Moyen-Âge, parce que les chats avaient été rapportés des croisades depuis le monde arabe. Donc les chats représentaient les Arabes. Et s'ils avaient la fourrure noire, c'était la preuve qu'ils avaient côtoyé les feux de l'enfer. Donc on faisait les feux de la Saint-Jean, on attrapait les chats,
on dressait une potence, on mettait les chats dans des sacs, on allumait un bûcher au-dessous, le sac s'ouvrait sous les flammes, les chats tombaient dans le bûcher, leur fourrure s'enflammait, ils partaient en courant, la foule jouait à sauter par-dessus les chats enflammés. C'était un jeu cruel, d'une cruauté, parce qu'il n'y avait pas d'empathie. Au contraire, les gens projetaient ce qu'ils pensaient. Les chats sont les représentants des Arabes. On les a ramenés d'Égypte. Donc vous montrez encore par cet exemple à quel point l'empathie dépend du contexte culturel et de nos représentations mentales. Et ça, je pense que c'est très très important dans votre travail de rappeler ça. Je passe tout de suite au 5e point que j'ai relevé. Parce que c'est vraiment lié à ce qu'on vient de voir, c'est redonner du sens aux mots. Si je veux, du reste, entrer dans ce travail de représentation, il faut que les mots soient à nouveau parlants. Or, le plus souvent, les mots ne veulent plus rien dire. Et c'est très difficile aussi pour... moi, je suis très très frappé. Les gens ont vraiment beaucoup de mal aujourd'hui à comprendre que les mots ne sont pas juste... On ne peut pas les utiliser n'importe comment. Et qu'en les utilisant n'importe comment, ça nous empêche de voir le monde. Et ça détruit et ça restreint nos représentations. Et ça nous enferme dans une forme de décivilisation. Et ben voilà. C'est-à-dire qu'il y a une phrase de Camus qui est très citée aujourd'hui et qui mérite d'être citée, c'est mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et c'est une très belle phrase qui dit ce que je pense. C'est-à-dire que les mots sont utilisés. Alors on peut comprendre avant de penser. Les bébés, les animaux comprennent beaucoup de choses avant de penser. Mais l'instant où on veut faire une pensée intentionnelle, je vais élaborer avec vous, échanger des mots, il faut que nos mots désignent la même chose, sinon on ne pourra pas travailler ensemble, on ne pourra pas élaborer. Et là, Mais les mots sont piégeants parce qu'ils dérivent. Ils changent de signification quand change le contexte. Par exemple, Madeleine, ça peut désigner une petite brioche, ça peut désigner une femme, ça peut désigner un monument. Mais si, c'est le même mot. Mais si vous dites « je vais ravaler la Madeleine », si vous ravalez le monument, c'est pas du tout ravaler la femme. Vous n'allez pas la passer au Karcher. Et si vous dites et c'est le contexte qui donne du sens aux mots qui ne cessent d'évoluer. Les mots sont des organismes vivants qui prennent des significations différentes selon les cultures et selon le stade, le niveau de développement de la personne. Un bébé devient une personne quand il peut dire « je ». Je veux, je pense, je crois. À ce moment-là, il parle en son nom. Je, personne. C'est-à-dire, je suis une personne. Je ne pense pas toujours comme ma mère, ou comme mon père, ou comme mes amis. Et dans ce cas-là, il faut que la culture organise intentionnellement, politiquement, des lieux de parole. Le théâtre, le cinéma, la littérature, la fiction, et puis des tas d'autres choses, des lieux, ce qu'on est en train de faire, qu'on organise des lieux de parole où on va entendre des mots et chercher à préciser, élaborer. Ah ça me touche, ça je comprends pas, ça je suis pas d'accord. On va élaborer et on aura donc un degré de liberté qui est coûteux au point de vue neurologique. La liberté est coûteuse. Il faut donc prendre un risque, c'est angoissant. La liberté est souvent une angoisse parce qu'on est responsable de nos choix. Il faut douter, c'est fatigant, alors que réciter, c'est euphorisant. Donc on est facilement piégé par l'évolution. Tous les mots dérivent, tous les mots qui naissent. Tous les mots dérivent, mais aussi nos sociétés tendent à instrumentaliser les mots pour nous empêcher de penser. C'est tellement euphorisant. Là, je vois, dans mon livre « Empêcher que le monde se défasse », j'essaie d'essayer de repérer ça. Mais par exemple, quand aujourd'hui, un exemple tout bête, quand on parle d'un SDF, qui a un acronyme qui ne veut rien dire, ça nous empêche de voir l'effroi. Avant, on appelait ça, au XXe siècle, on appelait ça, au milieu du XXe siècle, un miséreux. C'est pénible. SDF, ça veut rien dire. On utilise des acronymes qui nous empêchent de penser.
Voilà, il y en aurait plein d'autres exemples, mais on voit bien qu'il y a une sorte de positivité de notre société qui transforme ce qui serait douloureux, pénible, difficile et qu'il faudrait penser, en nous empêchant de le penser. Exactement. Ou un autre exemple que j'aime beaucoup nommer, maintenant on parle de plan de sauvegarde de l'emploi pour dire qu'on va licencier. Et justement, ça nous empêche, là les mots n'ont plus de sens, et au fond, ce que votre travail permet de penser, c'est que ça, c'est pas juste une question de langage, c'est une question de décivilisation. Tout à fait, c'est Orwell. Les mots sont employés pour cacher d'autres mots. C'est que si on veut conquérir un pays à côté, on dit on va le pacifier. Les colonisateurs disaient on va leur apporter le bon Dieu, la bonne technique, la bonne médecine, et au nom de ces intentions exprimées, ils masquaient leur intention réelle de s'emparer de la terre et des biens d'un autre, et de les tuer. Donc c'est Orwell. Alors c'est pour ça que je commence mon livre en m'inspirant de Montaigne. Il paraît que c'est une histoire vraie. Est-ce que Montaigne, 3 Indiens ont été ramenés de ce qu'on appellerait aujourd'hui le Brésil, et ces Indiens étaient des cannibales. Mais dans un monde d'Indiens, ces Indiens de cette époque, manger une partie du corps de l'autre, c'était reconnaître son courage. C'est des cannibales dans le contexte de guerre. Voilà. Et ils ne mangeaient pas leur enfant ou leur... Voilà, ils mangeaient l'ennemi après une bataille. Voilà, ils mangeaient l'ennemi dont on estimait le courage. Il a bien combattu. Ça signifiait quelque chose. Pour eux, manger un morceau de l'ennemi, c'était... L'honorer. L'honorer, absolument. Ils disaient comme ça. Et quand ils ont été invités à Rouen, ils ont vu les premières guerres de religion et ils ont été indignés que les Rouennais laissent des hommes mourir. Et alors ils appellent pas ça les miséreux. Les Indiens disaient les décharnés de pauvreté. Dans leur monde mental, dans leur civilisation... C'était ça qui était ignoble. Voilà. Pour le français, les cannibales, c'était monstrueux, mais pour les cannibales, il y a quelque chose de monstrueux. Voilà. Et évidemment, Montaigne, qui est contemporain des guerres de religion et dont tout le travail essaye d'empêcher cette décivilisation, est très frappé par la rencontre avec les Indiens. Et là, il est un peu un modèle un peu pour vous, puisque, au fond, Montaigne, c'est celui qui essaye de s'ouvrir à l'autre. Voilà. Et de sortir, et de douter de lui-même, et de sortir de tout ce qui serait dans la fixité. Voilà, c'est ça, le mot fixité. Il y a le fixisme, la pensée est définitive, il n'y a pas de doute, il n'y a donc pas d'élaboration par la parole et par la rencontre, et il n'y a pas d'élaboration, j'ai la vérité. J'arrête de penser. Mais qu'est-ce qui était le plus important pour vous dans cet exemple de Montaigne ? Qu'est-ce qui vous frappe ? C'est que chacun était le barbare de l'autre. Les Indiens étaient dégoûtants parce qu'ils mangeaient des cuisses, ils cuisinaient des cuisses qui étaient le morceau, le morceau qui honorait le mort et qui faisait de la société. C'est-à-dire que Lévi-Strauss a bien expliqué ça. Dès l'instant où on passait du cru au cuit, on cuisinait une cuisse, on partageait la cuisse de l'ennemi, on était donc des êtres moraux. On se socialisait par le cannibalisme. Mais je me demandais pourquoi vous parlez de ça. Parce que ça permet, j'ai commencé par ça, parce que ça permet d'illustrer que c'est un produit de la civilisation et que les civilisations passent leur temps à être inventées, se répètent, s'effondrent, apparaît une autre civilisation. Donc, est-ce que ce que vous voulez dire, c'est il faut laisser tomber l'idée que notre civilisation est forcée, est juste, vraie, ouais, bonne. C'est ça. On ne peut... C'est au fond assumer ce qu'essaye de montrer Montaigne, assumer qu'il faut accepter un certain relativisme. Nous avons besoin de rituels de civilisation, mais prétendre que nos rituels sont la vérité, même là, vous allez un peu fort, parce qu'on a quand même du mal à accepter que le rituel du cannibale a du sens. Donc vous commencez par quelque chose qui est vous demandez presque quelque chose d'impossible, mais au fond, vous voulez nous emmener à cet impossible. Vous voulez nous montrer que tant qu'on est sûr que nous, on est du bon côté, que nous, nos rituels sont forcément du côté de la vérité, de la justice, il y a quelque chose d'aveugle, nous ne voyons pas nos propres travers, et nous n'allons pas voir l'autre. Et au fond, c'est ça que vous voulez faire. Et au fond, c'est pour ça que Montaigne est un peu
une des figures tutélaires de votre livre. C'est mon maître. J'ai pas de maître à penser, mais j'ai été amusé et intéressé par son expérience et son aventure. Oui, qui correspond à une pensée très profonde que vous retrouvez, qui est vraiment... il est, au fond, la question de Montaigne des Essais, c'est un peu votre question dans votre livre. Il fait face à une décivilisation monstrueuse. Il voit dans les familles les gens se tuer entre eux. Et donc, pour lui, il ne s'agit pas juste de mettre des bons points et des mauvais points à ceux qui sont gentils et méchants, mais faire un travail beaucoup plus profond pour essayer de comprendre la structure de cet aveuglement. C'est un peu ce que vous essayez de faire dans votre livre. Le point suivant, on l'a aussi un peu abordé, c'est justement en résister aux simplifications. Et là, on voit à nouveau le même parallèle. Simplifier, ça nous donne l'illusion de sécurité qu'on identifie avec le bonheur. Or, le vrai bonheur, c'est au contraire de supporter la complexité. C'est refuser les réponses trop faciles. Et alors, le piège de la pensée, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la récitation. C'est chanter en chorale. C'est ce que j'appelle la chorale des perroquets. C'est-à-dire que les perroquets portent la parole des autres, mais le simple fait de réciter la parole du chef tous ensemble crée un sentiment d'appartenance et de sécurité très agréable. On n'a que des amis, alors que penser par soi-même, c'est passionnant si on est explorateur du monde de l'autre. Donc on rejoint notre échange de tout à l'heure sur l'empathie, qui est une construction progressive. Pour qu'un bébé humain, les animaux ont les premiers stades de l'empathie, mais ils n'ont pas le dernier stade qui est la représentation des représentations des autres. Là, il faut des mots, il faut des récits pour que vous m'exposiez votre monde mental et moi un monde mental différent, intéressant. Si on veut explorer chacun le monde mental de l'autre, ça sera que du plaisir, du bonheur. Mais ce que vous montrez qui est très... Là, le défi, c'est qu'au fond, il y a comme une biologie du fanatisme. Il y a une biologie du fanatisme parce que, biologiquement, on aimerait bien ne pas faire d'efforts. Et que le doute, comme vous dites, ça allume le faisceau de la douleur, de la punition, parce que, voilà, ça coûte. Ça coûte de douter. Est-ce que... Et donc, et là, c'est assez déchirant de vous lire. Et non, quand vous écrivez vos livres, vous raturez. Ah, énormément. Des fois, on écrit un chapitre et on se dit, mais c'est complètement raté, il faut le reprendre. Voilà. C'est fatigant. C'est une élaboration. Et c'est exaltant aussi. Mais ça devient un bonheur. Oui, c'est exaltant parce qu'on voit qu'on avance, qu'on progresse, qu'on se réinvente, qu'on voit des choses qu'on n'avait pas vues. Et ça, c'est assez exaltant. Donc, vous voulez dire, surmonter la biologie du fanatisme, ça rend heureux quand même. Ah ben, le fanatisme est un piège de la pensée, ça rend heureux comme un drogué. Les drogués ont des flashs d'extase. Mais c'est pas le bonheur, ça dure pas, c'est un flash qui paye cher ensuite. Alors que quand vous raturez, c'est un effort. Zut, j'ai pas compris, j'ai mal dit, je recommence. Cet ex-labeur, ce travail de la main et de la tête, ce travail est coûteux, il est souvent décevant, j'ai pas compris, je me suis mal exprimé, et pourtant ça finit par produire un livre qui est source de rencontres. Qu'est-ce que vous pensez de mon livre ? Est-ce que je me suis bien expliqué ? Et ça, la rencontre, c'est source de bonheur durable. Pas alors que le flash du drogué, c'est un flash qu'on paye ensuite. Alors la pensée paresseuse, c'est un flash. Et on voit que cette pensée paresseuse a une fonction d'unir les clans. Dans les clans, on n'a que des amis. Mais celui qui ne pense pas comme nous est donc un ennemi. Le clan qui fabrique des amis fabrique en même temps la haine de celui qui ne pense pas comme nous. Donc c'est préparateur à la guerre et à l'arrêt de l'empathie. Je suis heureux si j'arrive à tuer celui qui ne pense pas comme moi, comme mon chef me dit de penser. Et c'est un flash de bonheur, mais c'est pas un bonheur durable. C'est-à-dire que là, on peut construire un bonheur durable à condition de travailler sans cesse à la rencontre. Il
Il faut que je fasse des efforts pour trouver les mots qui me permettront de bien exprimer ce que je pense, de façon à ce que Fabrice puisse bien comprendre ce que je pense. Et si il comprend pas, ou bien je peux dire il a rien compris, ou bien je peux dire je me suis mal exprimé. Donc c'est une élaboration, travail à remettre sur le chantier. Même dans notre relation verbale, il y aura des ratures. Les ratures qu'on fait quand on écrit, il y a des ratures quand on parle ensemble. Zut, il n'a rien compris. Ou alors c'est moi qui je sais pas ce que je voulais dire. Ça c'est la phrase classique. C'est pas ce que je voulais dire. C'est souvent vrai en plus. Donc ça nous contraint, ça nous invite fortement à l'élaboration. Et quand on a réussi à se faire comprendre, se faire découvrir quelque chose de l'autre, on a le bonheur d'avoir exploré un autre monde que le sien. On s'est enrichi. Alors que la récitation du clan, du régime du langage, de la rhétorique totalitaire, de la mise en scène des mots, les mots ne servent plus à penser, les mots servent à faire des mises en scène. Si vous ne croyez pas, regardez les discours de Hitler. D'Almeida a écrit un petit livre, c'est l'historien d'Almeida, il a écrit un petit livre où on voit comment, il a des photos, où on voit comment Hitler demandait à un chanteur d'opéra de lui apprendre les gestes de l'indignation, et Charlie Chaplin a mis ça en scène. Mussolini, aujourd'hui on trouve ça ridicule. C'est la rhétorique de Mussolini, si c'était pas tragique, on aurait envie de pouffer de rire. Il a provoqué des extases, encore aujourd'hui, des extases amoureuses où on perd la tête, tellement on est enchanté par cette rhétorique, on rit, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas d'élaboration, il y a une mise en scène de mots haineux qui désignent celui par qui le malheur arrive. L'étranger, le juif, la sorcière. Et ça, c'est des... Donc, et ça, on voit ça réapparaître. J'ai 89 ans, j'entends les mêmes mots que ceux que j'ai entendus à la fin des années 30 et pendant la Seconde Guerre mondiale. Les mêmes phrases, les mêmes mots, les mêmes indignations. On voit se réorganiser des clans qui sont un bonheur. Et la haine peut être source de bonheur. En haïssant l'étranger, le juif, la sorcière, on est entre amis, on est entre camarades, on se comprend. Et on prépare la haine, on prépare le prochain désastre. Alors que dans la découverte de l'autre, par la littérature, le théâtre, la philosophie, tous les comédiens du mot, on se prépare à l'enrichissement durable. J'ai découvert un autre monde mental que le mien, un monde asiatique, un monde arabe, c'est passionnant. Les Arabes ont fait des cultures merveilleuses, c'est passionnant. Ils m'ont permis de découvrir un autre monde mental que le mien. Je suis enrichi par la différence. Alors le 7e point, c'est transformer l'épreuve. Là, c'est complètement cohérent avec votre pensée, qui est justement sortir de ce modèle fixiste. L'épreuve n'est pas une fin, ça dérègle quelque chose qui était là, mais dans ce dérèglement, quelque chose d'autre peut se déployer. Et ben voilà, j'habite sur une corniche au bord de la mer, et je vois tout le temps passer des joggeurs et des joggeuses. On peut dire joggeuse, on va dire joggeuse. Elles sont défigurées de fatigue, elles souffrent. Elles rentrent chez elles, elles prennent une douche, et qu'est-ce qu'elles font? Elles sont euphoriques, et qu'est-ce qu'elles font? Le lendemain, elles recommencent. Comment expliquer? Ah oui, là, expliquez-moi, ça me dépasse. C'est votre princesse marcheuse. C'est ça. Le fait de faire un effort physique, de marcher, c'est un effort qui augmente la sécrétion d'endorphines. C'est-à-dire qu'après un effort, on est euphorique, on se sent bien après un effort, à condition que ce ne soit pas un effort délabrant. Si c'est c'est pour ça que je vais appeler ça les petits bonheurs. Si c'est un petit bonheur, c'est un effort qui provoque une euphorie, et si c'est répété, ça entraîne le cerveau à fabriquer facilement des petits bonheurs, des moments heureux. Alors que les sportifs de haut niveau, 20% d'entre eux ont des dépressions d'une intensité terrifiante.
Il y avait des rugbyman, c'est tellement intense dans le match, c'est tellement intense dans la préparation, que très souvent, ils perdent la tête. Ils n'ont aucun souvenir, même des grands rugbyman n'ont aucun souvenir des combats intenses qu'ils ont livrés, et surtout 20% d'entre eux font des dépressions d'une intensité terrifiante. Il y a un 3/4 centre de rugby qui a écrit un livre, Mort debout. C'était un international magnifique physiquement, élégant, rapide, un international magnifique, mort debout. C'est la drogue. Quand la surstimulation arrête, l'organisme s'éteint. Mort debout. Alors qu'un petit bonheur, c'est l'entraînement quotidien. On apprend à être heureux, on apprend à parler, on apprend à partager une tasse de café, on apprend à s'inviter au restaurant pour partager des mots. Si on va au restaurant, c'est pour partager le même plaisir et pour partager le plaisir des mots. C'est-à-dire que, comme pour les cannibales, le plaisir est socialisant. Le plaisir physique de manger est socialisant, comme pour les cannibales. C'est-à-dire que passer du cru au cuit, comme dit Lévi-Strauss, c'est la preuve d'une civilisation. C'est un petit rituel. Il faut faire cuire la viande et il faut la présenter. Et on voit que les mots de l'alimentation sont souvent aussi les mots de la sexualité. Elle est belle à croquer, je la dévore de baisers. C'est elle et les mots. Ce soir, tu passes à la casserole. C'est pas très joli, mais c'est des mots qu'on entend dans l'alimentation, la sexualité. Ce sont des mots qui déclenchent des représentations de petits plaisirs. On va s'inviter, on va organiser intentionnellement, on va se donner rendez-vous pour partager un petit plaisir. Donc là, on a un degré de liberté. On peut intentionnellement organiser des petits plaisirs d'une civilisation du quotidien pour s'entraîner à créer des petits moments de bonheur. Je ne vois pas bien le lien avec transformer l'épreuve. Alors, d'accord, là c'est intentionnel. Là, ce que je viens de vous proposer sur le jogging, l'invitation au restaurant, c'est les petits bonheurs intentionnels. Qui permettent de transformer l'épreuve. Alors, ce qui permet, c'est la contrainte à transformer l'épreuve. C'est-à-dire que là, on n'a pas le choix. On a reçu un énorme fracas, la guerre, la Shoah, une agression sexuelle, une catastrophe. Là, si on se laisse faire, il n'y aura pas de résilience, c'est-à-dire qu'on reste dans le malheur. On a été fracassé. Et il y a des gens qui sont hébétés par le fracas, c'est même fréquent, et ils ne peuvent pas s'en sortir. Dès l'instant où on crée du lien, comme vous m'avez invité à le dire tout à l'heure, on leur tend la main, on leur tend la parole, on les invite à élaborer, et là, on est contraint. Mais on sait ce qu'il faut faire pour déclencher un processus de résilience, de reconstruction de soi d'une autre manière. Puisque la trace du trauma, elle est dans le corps pour les handicapés, elle est dans le cerveau, c'est la trace de la mémoire, elle est dans la parole, dans l'histoire. Je suis celle qui a connu telle épreuve. Là, il y a une contrainte. Alors que dans les petits bonheurs, il y a une intention. Ce que vous montrez, qui est aussi... alors là, c'est un autre problème, c'est fou, comme malgré tout votre travail, il y a quelque chose qui reste pas compris dans ce que vous dites de la résilience. Pourtant là, c'est très clair. La résilience vient de la relation. Oui. Et c'est stupéfiant, parce que depuis que je lis votre livre, j'entends parfois, et un peu comme maintenant, de la même manière qu'on dit que Descartes, c'est le dualisme, maintenant les gens disent « Ah oui, la résilience, c'est cette injonction qu'on devrait transformer nos problèmes ». Alors que c'est exactement le contraire de ce que vous dites. Sûr. Donc j'en profite pour le dire, pour tous ceux qui nous écoutent. Boris Cyrulnik n'a jamais dit que la résilience c'est une sorte d'injonction qui nous est faite, qu'on doit transformer nos difficultés pour aller de l'avant. Qu'au contraire, la résilience se met en place parce que j'ai suffisamment de relations sécures qui me permettent une réorganisation de mon être. C'est ça, c'est exactement ça. Mais ma réponse est claire, les gens qui disent ça sont ceux qui n'ont rien lu. C'est-à-dire, et qui ne se sont jamais posé la question. Ils se soumettent à un stéréotype que j'ai entendu. J'ai même acheté des livres, écouté des conférences. Je suis clair. Il n'y a pas un mot, quand je les lis ou quand je les entends,
Pas un mot de ce que vous dites. Il n'y a pas un mot. Et je dois dire que j'ai été très frappé ces dernières semaines, parce que je trouve que j'ai écouté plusieurs, et je me dis, mais c'est quand même étrange que vous dites le contraire de livre en livre, et là, à nouveau, vous le montrez. Et tout votre livre, c'est ça, c'est la relation, et puis le contexte d'une civilisation, de rituels et de mots, c'est tout ça qui peut permettre la résilience. Un processus de résilience, parfois très bon, parfois moins bon, et parfois pas du tout. Donc, mais ça, c'est arrivé à Darwin. Darwin a proposé le concept d'évolution. Il a provoqué beaucoup d'hostilité. Les fixistes disaient il n'y a qu'une seule vérité. Et ils ont ridiculisé Darwin. Quand Darwin a dit mais non, on appartient au monde vivant, alors que dans les raisonnements écosystémiques aujourd'hui, on a tous les raisonnements que vous m'avez invité à partager avec vous. Parce que la résilience, au fond, c'est pas une vertu ou un don, c'est un processus bioculturel. Mais oui, exact, mot à mot, c'est ça exactement. Et donc, et même vous avez cette expression qui est très belle, elle nécessite un tuteur. Comme une plante pour grandir, et le tuteur, ça va être l'entourage, un projet d'existence, un récit qui vient en relation avec d'autres. Un sportif, un musicien, un philosophe, un psychologue, c'est quelqu'un qui joue la fonction de tuteur, qui tend la main, qui tend la parole pour commencer à travailler et à élaborer ce qui nous est arrivé. Donc si on veut se remettre à vivre le moins mal possible après un fracas, on est invité à faire ce travail qui est une réflexion. Alors que je suis clair, je suis affirmatif, tout ce que j'ai lu qui critique la résilience parle d'un concept que je ne connais pas. Absolument, ça c'est, je dois dire, et on voit bien que c'est cohérent avec tout ce que vous avez, dont on parle depuis le début de notre entretien. Chaque fois qu'on est dans la paresse, de la fixité et de la répétition, c'est la mort, et au fond, au niveau d'une catastrophe qu'on aurait vécue, c'est la même chose. Voilà. Comment on sort de la fixité, de l'absence de pensée, de la rigidité. Elle semble naturelle parce qu'on vit une catastrophe. Et au fond, c'est cette mise en mouvement qui déplace et qu'il s'agit de retrouver. Qu'il s'agit de remettre en chantier. On ne la retrouve pas, puisqu'une fois quand on est blessé, on a été blessé. Dans notre corps, dans notre cerveau, dans notre mémoire et dans notre histoire. Je suis celui qui a connu la Shoah. Et je finirai ma vie avec ça. Mais si je veux me remettre à vivre, eh bien, il faut que je me débatte et que je cherche la main tendue, le mot tendu, pour me remettre à vivre le moins mal possible. Et pour faire quelque chose de ma blessure, je suis contraint à comprendre ce qui m'est arrivé, donc je suis contraint à lire, à vous rencontrer, à m'expliquer. Donc c'est un travail fatigant qui prend toute ma vie, qui prend beaucoup d'heures. L'essentiel des heures sont consacrées à ça, mais c'est un enchantement, c'est un bonheur durable. Le 8e chemin, c'est de créer. Et donc là aussi, ce que vous montrez, c'est qu'aujourd'hui, on ne comprend pas très bien. L'art, on voit comme une sorte de supplément, comme une sorte de luxe de la civilisation. Mais vous montrez, non, il y a une nécessité existentielle, biologique, civilisationnelle de l'art. Voilà. Alors ça, c'est... alors on a du mal à définir. L'art, c'est une petite transformation de bribes de réel pour en faire une autre représentation. Les premiers à faire une œuvre d'art, c'est les enfants. J'ai 5 ans, 6 ans, 7 ans, maman n'est pas là, j'ai peur. Je ne sais pas comment il faut faire pour vivre, il me faut une figure d'attachement, ma mère préférentiellement, ça peut être mon père, ça peut être ma grand-mère, il faut que quelqu'un, une figure d'attachement, soit là pour me montrer, pour me sécuriser, et me donner le plaisir d'explorer. C'est-à-dire que dès que je suis sécurisé, je la quitte pour explorer. Elle m'a donné la force d'explorer. Maman n'est plus là, ma figure d'attachement n'est plus là, je ne sais pas comment il faut faire pour vivre, tout me fait peur. Je suis dans un monde où tout risque d'être une agression, et je ne sais pas comment on fait pour s'en protéger. Mais j'ai 7 ans, 6 ans, maman n'est pas là, j'ai peur, je prends un papier, un crayon, et je dessine un cœur. Et si j'ai commencé à apprendre à écrire, je vais écrire autour de ce cœur
maman, je t'aime. Et au moment où l'enfant fait sa petite œuvre d'art, il vit dans le monde qu'il crée. Il habite le monde qu'il crée. Au moment où il dessine, au moment où il écrit, il change de couleur, il fait des étoiles, il crée sa petite œuvre d'art, et au moment où il crée sa œuvre d'art, il habite le monde de représentation qu'il est en train de faire. Quand maman va revenir, je vais lui offrir mon œuvre d'art et on va s'embrasser, et je vais retrouver l'affectivité dont j'ai besoin pour être sécurisé. Donc l'art métamorphose le réel en lui donnant une forme habitable. Voilà, partageable. Partageable. C'est-à-dire qu'au moment où je fais ma petite œuvre d'art, je me sens mieux parce que j'habite la représentation que je fais avec des crayons de couleur, avec des mots, et j'anticipe le bonheur qui va venir. Et en anticipant le bonheur qui va venir, je suis heureux. C'est-à-dire que je crée ma condition du bonheur en fabriquant une œuvre d'art. Alors ensuite, quand on est adulte, on continue à faire la même chose. Les films, les romans font ça. Les films, la plupart des romans parlent de la mort. Parce que c'est la mort qui donne sens à la vie. Je n'ai droit qu'à 120 ans d'existence. C'est biologiquement déterminé par les télomères à l'extrémité des chromosomes, et c'est dans la Bible, alors c'est forcément vrai. Je ne m'attendais pas à ça. Vous citez Artaud qui dit « J'écrirai des pièces de théâtre pour sortir de l'enfer ». Est-ce que la création thérapeutique peut vraiment être est-ce que la création artistique peut vraiment être thérapeutique, ou est-ce juste une métaphore? Alors, qu'est-ce qui est thérapeutique? L'effort peut être thérapeutique, le sacrifice peut être thérapeutique, et l'excès de sacrifice, on le voit dans toutes les religions. On fait du social en sacrifiant les enfants. Les Aztèques l'ont fait, les Français l'ont fait, les Allemands l'ont fait pendant la guerre de 14-18, où 1,5 million de jeunes hommes qui n'avaient pas le droit de vote, c'était des adolescents, ont été sacrifiés pour une guerre d'une stupidité incroyable. Ils ont été sacrifiés, 1,5 million ont été sacrifiés. Ceux qui ne sont pas morts sont rentrés mutilés ou avec un syndrome psychotraumatique dont on ne savait pas faire le diagnostic, puisqu'on pensait en termes de une cause provoque un effet. On ne pensait pas en termes écosystémiques. Et puisqu'ils sont altérés, c'est qu'ils sont de mauvaise qualité. C'est la pensée raciste. Et c'est très important, parce que là, c'est très important de rappeler. Le discours pour les gens qui sont venus de la Première Guerre et qui avaient un stress post-traumatique, c'est qu'on disait que c'était des lâches et des faibles. C'est très important, les gens oublient ça. On ne pensait pas du tout qu'ils vivaient on n'arrivait pas à concevoir qu'ils pouvaient vivre une maladie, c'est juste que c'était des gens pas courageux. Donc c'était une double peine pour tous. Et on explique pourquoi tant de gens après la guerre ne pouvaient plus parler et étaient dans une situation de très grande détresse. Alors, les hommes qui sont rentrés de la guerre de 14-18 ou qui sont rentrés du Vietnam, les vétérans de 30 ans qui sont rentrés du Vietnam étaient dans la même situation. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils avaient dû subir un enfer pareil et infliger un enfer aux autres. Et ça n'avait pas de sens pour eux. Donc ils sont rentrés très altérés et on les punissait. On les mettait en prison, on disait ils sont mauvais, ils sont bagarreurs, ils sont lâches, ils sont bagarreurs, ils sont alcooliques, ce qui était vrai. Mais on ne comprenait pas que c'est la culture qui avait décidé, la politique, qui avait décidé de sacrifier 1,5 million de jeunes gens morts, plus ceux qui sont rentrés altérés à vie, puisqu'on ne les aidait pas, on les punissait. Donc il y a eu un pic, une deuxième déflagration en 1918, c'était l'explosion des divorces. Pendant les 4 ans où les jeunes hommes étaient massacrés et torturés dans des tranchées, les femmes découvraient leur capacité à tout faire marcher. Les hôpitaux, les usines où elles fabriquaient des armes, les champs, l'éducation. Et quand les hommes sont rentrés, ils voulaient reprendre leur travail. Pour les femmes, ça signifiait ils veulent nous renvoyer à la cuisine. Et pour les hommes, ça signifiait elles nous empêchent de reprendre notre travail. Explosion, début du féminisme. Enfin, non, avant, il y avait des prémices de féminisme, mais là, les femmes ont pris conscience qu'elles étaient capables de tout faire marcher. Et pour la Deuxième Guerre mondiale, même référence, les hommes ont moins souffert. Ils ont été prisonniers, ils n'ont rien appris, sauf marcher au pas
et tuer l'ennui. C'est tout ce qu'ils ont. Taper la belote et tuer l'ennui. C'est tout ce qu'ils ont appris. Et pendant ce temps, les femmes découvraient leur capacité à tout faire marcher. Elles avaient l'épreuve. On voit que les enfants ont cette capacité de création qui les sécurise, qui les réhumanise. Est-ce que les adultes n'ont pas un peu perdu cette dimension ? Alors, c'est pas le même mode de sécurité. Un enfant est sécurisé en s'enfouissant comme un petit mammifère. Un mammifère qui a peur s'enfouit sous le ventre de sa mère. Qu'est-ce que fait un petit enfant qui a peur ? Il se blottit contre le corps, il s'enfouit. Oui, mais je parlais de la créativité, du fait qu'ils dessinent, que les enfants dessinent si spontanément, naturellement. Et après, mais au départ, c'est le toucher, le corps à corps qui sécurise. Après, c'est la mentalisation, l'aptitude à fabriquer sa petite œuvre d'art, sa poésie. Beaucoup d'enfants écrivent des poésies. Et pour eux, c'est très beau. Mes petits-enfants m'ont envoyé des poésies que je lis avec un grand bonheur. Ils me comparent à Zorro. Vous vous rendez compte ? Et qu'est-ce qu'ils disent ? En quoi ils vous comparent à Zorro ? Parce que j'ai survécu à la Shoah. Donc pour eux, je suis Psycho-Zorro. Je regarde, il y en a même un qui m'a dessiné en Zorro avec des petits vers. Des petits vers. J'adore ça. C'est un petit bonheur. Mais une succession de petits bonheurs, ça finit par faire un bonheur durable. Et ensuite, les âgés, c'est moins... Quand on perd quelqu'un qu'on aime, il n'est mort, elle n'est morte que dans le réel. Dans l'âme, elle vit encore. Dans l'affection, elle vit encore. J'ai perdu il n'y a pas longtemps une amie avec qui j'ai passé depuis l'internat toute notre vie, on se voyait régulièrement. Ça a été une déchirure. Une vraie déchirure. J'ai souffert physiquement. Mais j'avais besoin de parler d'elle, j'avais besoin qu'on en parle, qu'on partage, parce qu'elle était encore là, dans ma mémoire, elle était encore là, j'aimais encore quelqu'un qui n'était plus là, dans le réel. Elle n'était morte que dans le réel. Elle vivait encore là, et là, l'œuvre d'art. C'est-à-dire que, dès l'instant où je peux parler d'elle, pour la faire vivre encore un peu, dès l'instant où je peux écrire un livre, beaucoup d'enfants traumatisés par leurs parents écrivent un livre sur leurs parents. Pourquoi ? Pour travailler. Pourquoi est-ce que mon père m'a maltraité ? Pourquoi est-ce que ma mère m'a abandonné ? Ou pourquoi est-ce que j'ai tellement souffert de sa perte ? Ou pourquoi est-ce que j'ai honte de ne pas avoir souffert de sa perte ? Alors là, vous avez la culpabilité du survivant, qui est facile à comprendre. Vous avez écrit un livre, vous en parlez, qui est facile à comprendre. Je ne peux pas danser de joie. Après le Bataclan, avec Denis Péchanski, il y avait des gens qui ont survécu. Alors une horreur effrayante et impensable. Et ces gens-là avaient honte d'être heureux quand leurs enfants avaient été tués sous leurs yeux. Le bonheur devient insupportable. Et ces gens se sabotent. Ils ont ce qu'on dit les psychanalystes, Freud appelait ça un comportement, une névrose d'échec. Ensuite, on a parlé des comportements d'échec et effectivement, cliniquement, j'étais frappé de voir le nombre de survivants qui se punissaient sans arrêt et qui s'étonnaient de cette aptitude à se punir. Parce que c'est la rédemption des chrétiens. Je me sens coupable, je ne suis pas coupable, je me sens coupable, j'ai honte d'être heureux quand ma femme est morte. J'ai honte d'être heureux quand mes parents sont morts. Je me punis et je me sens mieux la rédemption des chrétiens, le flagellement de Saint Louis ou des chiites qui se flagellent tout le temps. L'auto-punition a un effet sécurisant. C'est contre-intuitif, ça. Contre-intuitif. Et pourtant, ça marche. Et on le voit. Vous nous conseillez de faire ça ? Pardon ? Vous nous conseillez de faire ça ? Non, je vous conseille d'écrire un livre. C'est une forme de souffrance supportable, ça vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. C'est clair. Donc, au fond, c'est ça qui peut nous aider à ne pas rester enfermés. Voilà. Plutôt que de se punir. Voilà. Le point suivant, c'est renouer avec la nature. Ce que vous appelez parfois le contrat naturel. Alors, la
La pensée fixiste, qui est la pensée paresseuse, est une pensée de hiérarchie. Dieu, le prophète, le roi, les princes, les hommes, les femmes, les enfants, les animaux. Une pensée hiérarchisée comme ça, c'est la valorisation de la domination. Qui domine ? Dans la Bible, il est clairement dit que l'homme doit dominer les oiseaux, les poissons, les animaux, les femmes, les enfants, et les autres hommes faibles. Quand on vit dans des rapports de domination, tout le monde est malheureux. Ceux qui sont dominés sont malheureux, et ceux qui sont dominants payent cher cette domination. J'aime beaucoup les livres d'histoire, même si je ne suis pas historien, mais j'aime l'histoire du quotidien. J'aime pas l'histoire des grandes batailles. Alors que l'histoire du quotidien montre que les aristocrates, les seigneurs, pour arriver au pouvoir, étaient d'une violence intrafamiliale terrifiante. Ils s'entretuaient dans une même famille et ils dominaient ce qui était dominable, c'est-à-dire les gens du peuple qui ne savaient pas se servir d'une arme. J'ai connu des hommes nés fin 19e, qui sont plus sur Terre aujourd'hui, des débuts avant la guerre de 14 et surtout après la guerre de 14, j'ai connu des hommes qui, on leur mettait des robes, des dentelles, on leur laissait pousser des anglaises, et à l'âge de 7 ans, on coupait les anglaises, on leur mettait des pantalons, et on leur apprenait les métiers de la bagarre, la savate française, la boxe française avec des coups de pied, les armes des pommeaux, les armes des fusils, des revolvers. J'ai entendu cette phrase quand j'étais enfant, après la guerre. Un garçon ne traversera pas la vie sans connaître 2 guerres et plusieurs bagarres de rue, et on apprenait aux garçons la violence. Un garçon qui ne se battait pas était méprisé par les copains et par sa propre mère, qui appelait le garçon femmelette. Femmelette. Les mères apprenaient leurs fils qui n'aimaient pas la bagarre, les mères les appelaient femmelettes. Tout le monde participait, on donnait de l'alcool aux garçons pour en faire des hommes. Donc c'est tous les stéréotypes d'une culture de la violence pour dominer les autres étaient organisés par cette civilisation-là, qui aujourd'hui, par bonheur, est en train de naître. C'est-à-dire qu'on est invité à inventer, à remanier non pas supprimer la civilisation, mais la remanier. Ce qu'on fait à l'adolescence. À l'adolescence, j'aimais beaucoup ma mère, et à l'adolescence, l'apparition du désir sexuel fait que je vais devoir connaître le bonheur d'aimer une autre femme, mais pas de la même manière que j'ai aimé ma mère. L'autre femme, j'aurais besoin de l'aimer affectivement et sexuellement, alors que ma mère, je l'aime affectivement. Donc je suis contraint d'évoluer, c'est-à-dire d'être opposé au fixisme pour apprendre une autre manière d'aimer, avec une autre manière de parler, de courtiser, d'être avec une femme que j'aime affectivement. Elle va me sécuriser, elle va comprendre, je vais lui expliquer, et que j'aime aussi sexuellement. C'est-à-dire que j'ai pas renoncé à aimer, j'ai remanié ma manière d'aimer. Et là, je suis dans une optique évolutionniste. Et au fond, la rupture avec la nature de notre société vient de ce refus d'évolution et de cette fixité. Voilà. Donc de cette hiérarchie. Et au fond, quand vous parlez de la nécessité d'un nouveau contrat naturel, ce serait sortir de tout cet ancien monde hiérarchique, voilà, pour retrouver un rapport de lien, de relation à la nature. Au fond, ce rapport hiérarchique est un rapport sans lien réel. Voilà, c'est un rapport de domination, voilà, pas de relation. C'est ce que j'allais dire. Et donc, votre engagement, ce que vous essayez de dire aujourd'hui, c'est qu'il faut retrouver un rapport relationnel à la nature. Voilà. Comme il faut avoir un rapport relationnel au langage, un rapport à l'art qui soit relationnel, un rapport relationnel à l'autre. Nous avons aussi besoin d'un rapport relationnel à la nature, et c'est peut-être un des points aveugles aussi de notre société. On parle d'écologie, mais un peu d'une manière un peu technique, pas en oubliant cette dimension relationnelle. On veut changer les règlements, mais peut-être pas nous apprendre cette nouvelle dimension relationnelle. C'est ça. Et dans les raisonnements écosystémiques,
dans un système, quand un sous-système est altéré, ça déséquilibre. Alors là, c'est des raisonnements mathématiques. Quand un sous-système est altéré, ça déséquilibre le fonctionnement du système entier. Et on voit quand il y a un chaos apparaît, ce qui est probablement notre cas actuel, on est en train de passer d'une civilisation à une autre qu'il faudra bien inventer, je ne sais pas encore laquelle, il y a un moment de chaos. Et le chaos est déterministe. Mais on ne sait pas quelle nouvelle forme va apparaître. C'est-à-dire que là, on sait que si on altère un sous-système, alors l'exemple habituel, c'est les abeilles. Alors l'exemple, j'ai mal dit, l'exemple le plus illustratif, il y a des moustiques. Donc on met du DDT pour supprimer les moustiques. Donc les oiseaux meurent, ils n'ont plus rien à manger. Donc ils ne transportent plus les graines dans les fientes. Donc la végétation change. Donc on n'aura plus rien à manger. On n'aura plus de fruits et on n'aura plus de végétaux. C'est ce qui s'est passé avec Mao quand il a tué tous les moineaux. Voilà. Qui a créé une famine monstrueuse. Parce que là c'est une des catastrophes les plus terribles du XXe siècle. Une famine qui a... Voilà. Et c'est ce qui s'est passé à Toulon, où pour démoustiquer, on voit disparaître les oiseaux et les plantes ne sont plus les mêmes. Alors c'est moins flagrant. Bien sûr, mais c'est la même logique. Ou c'est la logique, dans le livre, vous parlez des vaches folles. On leur donne à manger, au lieu de leur donner ce qu'ils mangent habituel de l'herbe, on leur donne à manger... on ne peut pas dire anthropophagie, mais des cannibaliser une autre femme, une autre vache folle. Parce qu'on leur donne à manger de la farine de bovin alors que ce n'est pas du tout leur nourriture. Du coup, ça donne la maladie de la vache folle. Et donc, chaque transgression de l'ordre naturel revient sous forme de maladie. Voilà. Et donc, au fond, ce que vous montrez, c'est que on se trompe complètement sur l'écologie. Au fond, l'écologie est aussi une neurologie. Et oui. Parce que nous sommes en interrelation avec la nature. Tout à fait. Et si on tue les moustiques, on ne mangera plus. Si on détruit un sous-système, on déséquilibre le système, ce qui est en train de se passer, on a un moment de chaos et une autre forme réapparaîtra. Qu'est-ce que vous dites à vos petits-enfants ? J'imagine que vos petits-enfants vous posent des questions sur l'écologie. C'est une question que les enfants sont plus sensibles que les adultes à ces questions. Et oui, alors les petits-enfants sont sensibles à ça, alors que nous, on ne savait même pas que ça existait, on n'y pensait pas. On était façonnés par une culture de la hiérarchie, de la domination verticale. Mais là, on voit que les nouvelles structures familiales diluent les liens familiaux. Et que maintenant, il y a des enfants, il y en a un qui va se marier en Chine ou au Japon, et l'autre qui épouse une femme aux États-Unis parce qu'ils ont fait une grande école. C'est ce qui se passe parmi mes proches, parmi mes amis aussi. Et donc, le progrès provoque une dilution des liens familiaux. Et là, on voit que lorsque les enfants, les adolescents, ne vivent plus dans un environnement de récit, ils vivent dans un environnement d'autres récits. Et dans ce cas-là, on voit beaucoup d'adolescents se laisser séduire par des pensées extrêmes qui préparent au malheur. Le dernier point. C'est la civilité. C'est même que vous avez choisi de mettre ce mot sous le bandeau du livre. C'est quoi la civilité et pourquoi ça peut nous aider à ce point ? C'est l'art des petites relations quotidiennes. On respecte le tour de parole. Si on ne respecte pas le tour de parole, on ne peut pas s'entendre. On se fait des petites offrandes alimentaires. Quand on aime bien quelqu'un, ou quand on a envie d'être amicalement aimé par quelqu'un, on lui fait un petit cadeau alimentaire. Une boîte de chocolat, un café, on lui fait un petit cadeau alimentaire. Et ces petits rituels de civilisation nous permettent de se côtoyer. Et ensuite, on va plus loin. C'est une approche respectueuse, c'est pas brutal, et cette décivilité a fait réapparaître la brutalité, comme les adolescents qui mettent leurs pieds sur la banquette d'en face et qui n'enlèvent pas leurs jambes quand quelqu'un veut s'asseoir. C'est minuscule. On n'appelle pas la police pour ça.
Mais c'est une décivilité qui fait une crispation constante et qui rend qui provoque de l'amertume dans les relations quotidiennes. Et cette amertume est facilement provoquée par nos progrès techniques. Quand j'étais médecin, on nous apprenait à faire beaucoup d'enfants s'ouvraient les arcades. Tous les petits garçons se sont fendus une arcade ou se sont coupés, tous les enfants. Et on nous disait, c'était dans les stéréotypes de la médecine de l'époque, il ne faut pas donner d'anesthésie, même locale, parce qu'on change les symptômes cliniques et on ne sait plus ce qu'on fait, ce qui est vrai. Et on nous apprenait à faire des points de suture très vite. Et j'ai appris à faire des points de suture sans anesthésie, avec 2 ciseaux. Et je savais faire des points de surjet. Vous ne savez pas faire des points de surjet? Non. Moi, je suis philosophe, je ne suis pas médecin. Comme les tricoteuses, j'ai appris à faire avec 2 ciseaux des points de surjet à toute allure, parce que les enfants avaient mal. Et on nous expliquait que les enfants ne souffraient pas. Ça faisait partie, parce que les voies nerveuses n'étaient pas terminées. Ce qui est absurde. Alors quand j'étais étudiant en médecine, et je me disais, mais les voies pyramidales ne sont pas terminées. Les enfants parlent avant que les voies soient terminées. Ils parlent à l'âge de 3 ans, ils apprennent à parler et pourtant ils ne sont pas terminés. Non, les voies nerveuses, il y avait des stéréotypes, des croyances stéréotypées qui fait que pratiquement on faisait souffrir les enfants. Et un jour, un de mes petits-fils, bien sûr, s'est ouvert l'arcade. Je l'ai emmené dans l'hôpital où j'étais neurologue. Personne ne m'a reconnu. Je n'ai reconnu personne. Les murs avaient changé. La civilisation technique avait changé. Est arrivée une infirmière qui a mis une compresse, qui a fait couler une substance qui faisait un petit engourdissement local. L'interne est arrivé, a fait un point de suture, un point de surjet. Mon petit-fils, en bavardant avec mon petit-fils. Alors tu es en vacances chez tes grands-parents, tu t'es baigné, comment ça? Aucune douleur. Et la neuroimagerie photographie comment, quand on se fait souffrir un enfant, on augmente les voies de la punition, on circuite les voies de la punition, on lui apprend à souffrir. Quand on fait souffrir un enfant, on lui apprend à souffrir. Donc notre culture, au nom d'un principe stéréotypé, vertical, apprenez aux enfants à souffrir, et comme ça, apprenez aux enfants, aux garçons, à être violents. Aujourd'hui, on a fait des progrès, la technologie a fait des progrès, et permet de comprendre comment on peut ne pas faire souffrir. Est-ce que ça va devenir un progrès de notre prochaine civilisation? C'est pas ce qui se passe. On voit réapparaître les récits de clans. Nous, on a raison, on va imposer notre raison à ceux du clan d'à côté qui a d'autres raisons. Les guerres, on voit qu'aujourd'hui, un très grand nombre de dictateurs ont été élus démocratiquement. Parce que quand les gens sont angoissés, ils votent pour un sauveur. Et on voit que beaucoup d'hommes, quelques femmes, beaucoup moins nombreuses en Argentine, beaucoup d'hommes ont été élus démocratiquement en disant « je sais ce qu'il faut faire pour vous sauver ». Je sais d'où vient le mal, les étrangers, les juifs, les sorcières. Et j'entends aujourd'hui les mêmes discours que ceux que j'ai entendus dans les années 30 et 40. En vous lisant, on sent à la fois l'attention aux signes d'un possible pour une nouvelle civilisation, et en même temps l'analyse très fine de par où il y a de la décivilisation. Et on sent que vous êtes vigilant de cet équilibre des deux. Voilà, en biologie, on appelle ça le turnover. Les jeunes n'ont pas peur des anglicismes, hein, ils en mettent partout. Et le turnover, moi je traduis ça, comme vous m'avez invité à le dire tout à l'heure, par remaniement. C'est-à-dire qu'on est en train de critiquer des traits de l'ancienne, des certitudes de l'ancienne civilisation. Il ne faut pas donner d'anesthésie aux enfants, parce que ça modifie les symptômes, ce qui est vrai. Et on est en train de remanier ça en disant il y a d'autres manières d'être avec et de soigner les enfants sans les faire souffrir, ou de les éduquer sans les faire souffrir. Parce que la brutalité était un mode d'éducation. On a l'impression qu'au fond, et ça peut être un peu la conclusion de notre dialogue, au fond, votre livre, c'est nous donner tout ce qui est possible pour nous aider à faire ce remaniement. Voilà. Et préserver
réinventer une autre civilisation à la hauteur de notre temps. Voilà, et là les philosophes, les artistes, les fabricants de mots sont tout à fait importants. Merci infiniment. C'est toujours vraiment jubilatoire de passer un moment avec vous et de parler avec vous. Merci Boris. Jubilation partagée. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. C'est vraiment un vrai merci parce que c'est vraiment précieux que vous ayez vu cet épisode jusqu'au bout, que ça vous parle, que je fais ça pour vous. Donc c'est vraiment un échange et je suis vraiment conscient aujourd'hui qu'autour de Dialogue, il y a véritablement une communauté de gens pour qui prendre soin du monde, prendre soin de soi, prendre soin des autres compte beaucoup. Et c'est vraiment merveilleux de voir qu'on est ainsi une communauté. Alors n'hésitez pas à partager, à liker. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment très important. Ça participe d'une sorte de contagion heureuse dont notre monde a bien besoin. Je vous embrasse et je vous dis encore une fois merci.